et bonsoir à tous. Bienvenue sur Impact Plus, votre plateforme d'information, d'innovation et de transformation. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur la maladie, cette maladie qu'on appelle les drépanocytoses. Et c'est pas moi qui vais parler. Nous avons invité pour vous un spécialiste de la santé. Vous allez le découvrir ensemble avec moi. Bonjour. Bonjour, merci. Bienvenue sur notre plateforme Impact Plus. Merci beaucoup. Et vous pouvez vous présenter brièvement pour que nos abonnés puissent vous connaître. D'accord, merci beaucoup. Je suis Dr Jean Kabamba, je suis médecin et expert en drépanocytose, ce qu'on appelle communément la maladie SS. Merci beaucoup, Dr Jean Kabamba. Aujourd'hui, nous avons fait appel pour que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre sur Impact Plus sur la maladie de drépanocytose. C'est sur cette maladie qu'on va parler. Avec plaisir. Et bien avant de commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose même, c'est quoi? Alors, la drépanocytose, comme je l'ai dit déjà dans l'introduction, c'est ce que nous appelons communément la maladie SS. C'est une maladie du sang qui est transmise de parents à leurs enfants et qui affecte les globules rouges qui sont chargés de transporter l'oxygène dans notre sang, ce qui fait que c'est une maladie qui aura beaucoup d'impact qui concerne presque tous les corps humains. Alors, si je comprends bien, c'est une maladie qui se transmet d'une personne à une autre. C'est une maladie qui se transmet, c'est une maladie génétique et héréditaire. Ça veut dire qu'elle se transmet de parents à leurs enfants. Ce n'est pas comme les autres maladies contagieuses, notamment la tuberculose, qui se transmet d'une personne à une autre par contact notamment de gouttelettes, par exemple. Non. Ici, elle se transmet de parents à leurs enfants déjà lors de la conception. D'accord. La drépanocytose, une maladie héréditaire qui va se transmettre des parents aux enfants. Et cette maladie, je ne sais pas ça, comment reconnaître qu'il y a l'apparition des drépanocytoses ou bien comment reconnaître qu'ici c'est le cas des drépanocytoses? Alors, la drépanocytose se reconnaît par quelques signes, mais elle est bien confirmée par certains examens que nous réalisons. Mais par rapport aux signes qui font en sorte que nous puissions suspecter la drépanocytose, nous avons quelques manifestations qui commencent un peu plus tôt chez les enfants et surtout à partir de 3 ans ou 3 mois, voulais-je dire, à partir de 3 mois ou 6 mois, nous avons certains signes, notamment le gonflement de mains et de pieds, ce qu'on appelle le syndrome pieds-mains. Mais lorsque l'enfant aura déjà un âge un peu plus avancé, nous avons quelques signes caractéristiques, notamment des crises vaso-occlusives. Ça veut dire que ce sont des enfants qui se plaignent souvent des douleurs ostéo-articulaires, donc des os et des articulations. À part la douleur, nous avons également l'anémie à répétition. Ça veut dire que ce sont des enfants qui vont commencer à manquer du sang de temps en temps. Ils vont nécessiter une transfusion. À part ça, ils font aussi beaucoup d'infections. Ça veut dire qu'ils seront hospitalisés de temps en temps parce qu'ils développent souvent des infections qui nécessitent des hospitalisations. Voilà un peu les quelques signes par lesquels on peut déjà identifier ça. Mais lorsqu'on suspecte, jusque-là on parle d'une maladie SS qui est suspectée, nous avons l'examen que l'on réalise, l'électrophorèse d'hémoglobine. C'est l'examen qui nous permet de confirmer s'il y a ou pas la maladie SS. Voilà un peu. Merci beaucoup, docteur. Et depuis là, je vous entends parler des SS, AS et autres. Est-ce que pouvez-vous clarifier aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est quoi quand on parle des SS, AE, AA, AS? Et c'est le groupe sanguin ou bien c'est comment? Parce que moi, je ne connais pas personnellement et peut-être que les abonnés peuvent profiter de cette même occasion pour savoir si AS, AA, SS, c'est le groupe sanguin ou bien il y a la différence entre le groupe sanguin et AA, AS ou SS. Alors, nous avons cette petite confusion qui existe souvent entre le AA, AS, SS et le groupe sanguin. Nous avons une très grande différence. Le AA, AS et SS, ce sont le type d'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est le fragment, c'est une protéine qui se retrouve dans les globules rouges. Je le dis tantôt, les globules rouges permettent de transporter l'oxygène. Et à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle l'hémoglobine. C'est elle-même qui permet de transporter l'oxygène. Et en passant, c'est elle qui donne la couleur rouge au sang.
Alors, cette hémoglobine est de plusieurs types. Nous avons l'hémoglobine AA, ça c'est l'hémoglobine de personnes normales, donc qui n'ont pas la maladie SS. Nous avons aussi l'hémoglobine AS, c'est l'hémoglobine de personnes qui sont porteuses saines, ça veut dire qu'elles portent une partie de la maladie, mais à les voir physiquement, il n'y a aucun signe généralement de cette maladie, sauf dans des cas particuliers. Et nous avons également des personnes qui sont SS, là ce sont des personnes qui ont l'hémoglobine malade et qui ont donc ce qu'on appelle la maladie SS ou la drépanocytose. Alors que lorsque nous parlons du groupe sanguin, c'est autre chose. Le groupe sanguin concerne plutôt les autres éléments qui sont sur les globules rouges, qui sont juste très utiles lors de la transfusion sanguine. Et là, nous avons notamment le groupe A+, B+, ou A-, B-. Donc, nous avons le groupe des systèmes ABO, nous avons le groupe A, le groupe B, ainsi que le groupe 0, le groupe O, qui peuvent être plus ou moins, et le groupe AB. Donc, c'est très différent pour ces deux éléments à ne pas confondre comme la plupart des personnes confondent ça à la cité. Merci beaucoup pour ces riches détails sur la différence entre les groupes sanguins et quand on parle des AA, AS et SS. Mais docteur, est-ce que pouvez-vous nous dire cette maladie qu'on appelle drépanocytose, quelles sont les complications de cette maladie? Oui, bon, des complications, permettez que je le classe en deux temps. Donc, nous avons des complications, je vais appeler des complications aiguës, donc des complications qui proviennent, qui arrivent chez la personne qui a cette maladie un peu plus tôt ou régulièrement. Parmi ces complications aiguës, nous avons par exemple ce dont je venais de parler tout à l'heure, des crises vaso-occlusives. Souvent, ils font des crises, ils ont des douleurs de temps en temps. Nous avons des crises anémiques, donc il manque du sang de temps en temps, on doit le transfuser. On peut aussi avoir des crises infectieuses, donc ils tombent malades de temps en temps parce que nous avons l'air rate qui est en train de décomposer tout le temps les globules rouges qui ont une mauvaise forme et qui finit par ne plus fonctionner, ce qui les prédispose aux infections. À part ça, nous avons des complications chroniques. Bon, des complications chroniques, ça veut dire qu'elles demandent un peu plus de temps pour qu'elles puissent s'installer. Et là, nous avons par exemple des complications comme des complications qui concernent les os, notamment ce qu'on appelle par exemple l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale. Vous allez voir que certains patients qui ont la drépanocytose ont du mal à marcher ou certains marchent en boitant parce que justement ils ont à développer cette complication au niveau des os de la hanche et c'est comme ça qu'ils ont du mal à marcher. Et nous avons bien d'autres complications comme des néphropathies. Donc, l'impact de la drépanocytose au niveau du rein, vont y avoir des insuffisances cardiaques, donc le cœur ne parvient plus à travailler normalement. On peut avoir tant d'autres complications qui concernent presque tous les corps, parce que je vous ai dit que c'est une maladie qui concerne le sang, et vous savez que le sang passe dans beaucoup d'organes du corps humain, ce qui fait que les impacts peuvent aussi concerner tous ces organes-là. On peut d'ailleurs avoir aussi des complications comme les AVC. Je pense que vous avez déjà entendu parler des AVC, les accidents vasculaires cérébraux, qui arrivent même chez les enfants. Vous pouvez avoir un enfant de 7 ans, un enfant de 6 ans, qui peut vous faire un AVC. Donc c'est une des complications majeures de la drépanocytose. Ok, merci docteur. Si je comprends bien, c'est une maladie qui a des complications très dangereuses pour la communauté, donc pour toutes les personnes, que ce soit enfants, adultes ou parents. Donc c'est une maladie qui est dangereuse. Alors, existe-t-il un traitement préventif pour cette maladie ou bien vous pouvez nous expliquer quand même? Alors, le traitement préventif pour éviter cette maladie actuellement, je vais parler de ce qui peut être fait pour bien l'éviter. Il s'agit bien évidemment du test qu'on appelle électrophorèse d'hémoglobine. Alors, ce test ici permet d'identifier chaque type d'hémoglobine, si vous êtes AA, si vous êtes AS, si vous êtes SS. En le connaissant, ça vous permet de trouver la catégorie de personnes avec lesquelles vous pouvez vous mettre en couple pour éviter d'avoir des enfants malades. Parce que personne n'a jamais souhaité avoir un enfant qui vient au monde avec déjà une prédisposition à des souffrances. Parce que je vous ai dit que ce sont des enfants qui ont très mal. C'est ça. Ça veut dire qu'en faisant ces tests, on connaît, si on est par exemple AS, on doit éviter tel type d'hémoglobine pour éviter d'avoir ces enfants malades. C'est ça la bonne prévention de cette maladie. Et là, nous avons certains couples compatibles, des couples de personnes qui peuvent se marier pour ne pas
avoir ces enfants. C'est notamment des personnes qui vont se marier entre quelqu'un qui a l'hémoglobine AA, 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 AS ou AA et SS. Ok. Ils peuvent se marier sans problème. Mais tous les couples qui ont les deux partenaires qui portent une partie de S sont déjà prédisposés à faire cette maladie. Okay. C'est le cas d'une personne où il y a le couple AS-AS, un couple AS-SS ou un couple SSS. Là, c'est très dangereux. Il y a du risque d'avoir des enfants SS. Là, ils ne vont plus se marier. C'est déconseillé. Et aussi, il est important de signaler que sur le plan médical, lorsque nous rencontrons souvent ce genre de couple, nous donnons des conseils, nous expliquons des conséquences et nous laissons au couple les choix de dire s'il va continuer ou s'il va arrêter la relation en fonction de ce qu'on aura donné comme explication. Ça, c'est ça, la bonne prévention. Mais nous avons également la prévention qui peut passer par des moyens médicaux, Okay. notamment chez les personnes qui sont déjà AS par exemple, qui se mettent en couple. Okay. Nous avons, surtout dans des pays un peu plus avancés, certains moyens qui permettent de prendre les spermatozoïdes ainsi que les ovules, le mettre ensemble. Avant de former un enfant, on trie là où il y a des gènes qui ne portent pas la maladie SS. Et on va les combiner pour avoir un embryon qui n'a pas de trait drépanocytaire. Voilà autre moyen de prévention. Mais chez des personnes qui ont déjà cette maladie, ce que l'on fait généralement, c'est que nous avons des mesures qui préviennent beaucoup de crises, qui évitent à ce qu'il ne puisse avoir beaucoup de complications. C'est notamment les mesures hygiéno-diététiques, donc les mesures d'hygiène et de l'alimentation, la vaccination et beaucoup d'autres moyens qui les accompagnent pour pouvoir éviter beaucoup plus de crises. Ok, docteur, mais est-ce que ce test que vous avez appelé électrophorèse, ce test, est-il conseillé de le faire avant, donc juste attendre au moment où on va vouloir se marier, ou bien c'est important aussi peut-être que voyons dans ce monde où nous vivons, dans ce 21e siècle, il y a des gens qui se mettent en couple, ils commencent d'abord par les copinages et autres, passer copinage, fiançailles et jusqu'au mariage. Est-ce que c'est utile de faire aussi ces tests même dans le copinage, ou bien on doit attendre seulement au moment où on va vouloir se marier, on va officialiser notre relation pour pouvoir faire ces tests? Alors, merci beaucoup. C'est un aspect très important. Il est très utile de rappeler que ces tests, on peut les faire à tout âge. Donc, l'enfant est déjà né, ça peut être fait. Ça veut dire que on peut le faire même chez les tout petits enfants et qu'ils soient déjà informés de leur état. Et pour des personnes qui sont en couple, il est d'ailleurs généralement mieux de le faire même avant de se mettre en couple. Parce que généralement, ce que nous avons en pratique, c'est que pour des personnes qui sont déjà en couple, qui viennent faire ce test et qu'il y a une incompatibilité, souvent il y a un refus catégorique des résultats. Il y a du doute qui s'installe jusqu'à ce que certains décident même de continuer la relation malgré que sur le plan médical, ils ont un risque d'avoir des enfants qui portent cette maladie. Voilà pourquoi c'est mieux recommandé de le faire même avant le mariage. Moi, j'ai été toujours contre cette idée de penser que l'électrophorèse d'hémoglobine devra être faite parmi les examens prénuptiaux, donc les examens que l'on fait avant de se marier. C'est très dangereux parce que quand on le fait et que la relation avait déjà traîné, on est dans le préparatif du mariage, c'est un très mauvais moment où on aura du mal à accepter les résultats, surtout lorsqu'ils seront incompatibles. Très important de les faire même dès les bas âges. Dès le bas âge, que l'enfant grandisse déjà en sachant. Comme l'enfant connaît son nom, il peut connaître son type d'hémoglobine. Voilà, c'est un bon conseil. Mais docteur, est-ce qu'il y a des conséquences pour presque deux personnes qui sont des AS, qui vont décider peut-être de se mettre en couple? Quel sera le résultat de leur premier enfant? L'enfant sera né sain ou bien il sera porteur de la maladie qu'on appelle drépanocytose? Alors, la drépanocytose est une maladie génétique. Et la génétique est un monde du hasard. Ça veut dire que la génétique, c'est pas bien la contrôler. Ce qui se passe avec ce genre de couple, là où nous avons les deux partenaires AS-AS, certains pensent que leur premier enfant sera AA. D'autres pensent que le deuxième sera AS, et c'est vers la fin qu'il pourra avoir un enfant SS. Ce qui est complètement faux. La génétique, comme je l'ai dit, c'est un fait du hasard. Ça veut dire qu'on peut se marier AS-AS. La drépanocytose viendra quand il voudra. On ne sait pas la contrôler.
Leur premier enfant peut être AA, le premier enfant peut être AS, le premier enfant peut être SS. Donc, ça dépend de comment la génétique va s'organiser. Ok. Il n'y a pas une chronologie systématique de dire que le premier enfant sera tel, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. C'est ça. Tout comme tous les enfants peuvent aussi être SS. Ok. Oui, tous les enfants. Tout comme aussi tous les enfants peuvent être AS. Ok. Tout comme aussi par chance, tous les enfants peuvent être AA, malgré le risque qu'il y a. Donc, c'est vraiment la génétique, c'est un fait du hasard. Et attention, sur les terrains du hasard, il faut s'y lancer avec beaucoup de souplesse parce que c'est un terrain très glissant. Ok, docteur. Mais docteur, si par exemple, on trouve qu'on a déjà rencontré ce cas-là on a eu déjà un enfant qui est drépanocytaire. On l'a déjà eu, peut-être que par conséquence comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen ou bien il y a des mesures que cet enfant qui est drépanocytaire plutôt, comment il va se comporter dans la vie, dans la communauté, comment il va vivre, cet enfant-là, qui sera porteur de la drépanocytose? Et là, je profite pour parler aussi d'un point plus important, Oui. l'espérance de vie de personnes drépanocytaires. Puisque là, dès qu'on a déjà un enfant de repas, il y a des gens qui disent, voilà, il peut décéder à 5 ans, à 2 ans, 15 ans, 10 ans. Ici, je veux rappeler que lorsque nous avons un enfant de repas qui suit bien les mesures génétiques, qui est bien vacciné, qui prend son traitement de fond, notamment l'acide folique, l'hydréa, Ok. qui respecte toutes les mesures qui sont recommandées sur le plan médical, il peut vivre aussi longtemps possible. Ok. Il n'y a pas un âge limite de son décès. Il peut vivre si on prend toutes ces dispositions-là. Donc, pour les enfants qui ont ces enfants, nous leur recommandons de respecter les mesures qui sont recommandées par le médecin afin que ces enfants vivent le plus longtemps possible. Merci, docteur. Alors, je vois que nous sommes presque à la fin de notre émission, mais je profite aussi pour vous poser quelques petites questions. Et pourquoi cette maladie de drépanocytose? Parce que vous voyez, dans notre communauté, souvent on classe ça comme si c'était une maladie démoniaque, bien maléfique. Voilà. Alors, pour ces gens-là, comment vous allez leur dire quoi? Voilà. Là, je vais leur dire que la drépanocytose n'est pas une maladie démoniaque. Et souvent, les gens qui en pâtissent dans cette histoire sont souvent les mamans et sont le mère. Ok. Parce que dès qu'elle met au monde un enfant de repas, qu'est-ce qui arrive le plus souvent? Ce sont les enfants qui tombent souvent malades, je vous l'ai dit. Ok. Nous sommes dans une communauté où si l'enfant tombe souvent malade, on va se dire, voilà, c'est un enfant qui vit dans la famille avec la sorcellerie, il veut que la famille soit pauvre, il veut qu'on dépense tous les moyens, il veut qu'on ne puisse pas évoluer. Effectivement. On prend la sorcellerie, on attache à cet enfant-là. Et à part ça, des répercussions sont souvent chez la maman. Il y a même des gens qui pensent que la prépa est transmise par la maman. Or, comme je vous ai expliqué, pour que la maladie soit transmise chez l'enfant, généralement, ça demande que le papa donne une partie de la maladie et la maman, et c'est comme ça que ça se met ensemble chez l'enfant et ça fait une maladie. Ok. Ce n'est pas une maladie démoniaque, mais on y pense, on pense que c'est de la sorcellerie juste parce que c'est un enfant qui va se tordre des douleurs, c'est un enfant qui sera tout le temps souffrant, et c'est comme ça qu'on attache un peu cet aspect démoniaque, ce qui est faux et archi faux par rapport à cette maladie. C'est une maladie comme toute autre maladie, et bon, voilà, on la soigne. Donc, la drépanocytose, ce n'est pas une maladie démoniaque, c'est une maladie comme toute autre maladie. C'est ce que nous dit le docteur aujourd'hui. Alors, docteur, nous sommes juste à la fin de notre émission. J'aimerais vous demander un conseil que vous allez adresser aux parents et surtout aux jeunes couples et à ceux-là qui veulent peut-être que se lancer dans les mariages, ce qui concerne la mesure préventive contre la drépanocytose. Ou peut-être que ces gens-là qui sont déjà en couple, mais qui ont peut-être que ce cas-là de drépanocytose. En gros, quel sera le message que vous allez leur adresser? Alors, je vais adresser ce message à différents niveaux. Je commence d'abord par parler à ceux qui sont en couple ou qui ne sont pas encore en couple. Tout le monde qui ne connaît pas son type d'hémoglobine, donc qui n'a jamais fait son électrophorèse, il est encore temps. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça se fait à très moins cher. Ce n'est pas comme à l'époque où c'était un examen luxueux. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est très moins cher. Que chacun le fasse et qu'il soit informé. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent en s'ignorant complètement. Okay. Il y a des gens qui vivent, en tout cas sur sa santé, ils ne connaissent rien. Il ne connaît pas son groupe sanguin, il ne connaît pas son hémoglobine, il ne connaît pas sa taille, il ne connaît même pas son poids, il ne connaît même pas son groupe sanguin, il ne connaît rien sur sa santé. Donc c'est très important d'avoir cette habitude-là de s'informer sur notre état de santé en faisant certains examens. Okay. Qui sont très utiles par rapport à la prévention. Mais à tous ceux qui ont déjà cette maladie,
notamment de personnes SS. Bon, je leur dis qu'ils ne sont pas seuls. Nous sommes là. Nous sommes là, AASS, tous unis contre toutes les conséquences de cette maladie. Et nous leur disons que nous sommes là pour eux et nous restons solidaires. Voilà ce que je peux dire comme conseil par rapport à cette maladie. Merci beaucoup, docteur. Nous vous disons grandement merci d'avoir accepté notre invitation et surtout nous vous espérons encore pour la prochaine fois avec notre numéro d'émission de santé. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup et un grand merci à vous aussi pour la considération et l'invitation. Merci. Alors, pour vous tous qui nous suivez de partout, vous êtes, c'était l'émission de la santé et aujourd'hui nous avons parlé sur la drépanocytose. Alors, on avait invité pour vous le docteur Jean Kabamba et il nous a expliqué sur la drépanocytose. Il nous a donné des mesures préventives et aussi pour ceux-là qui ont déjà ce cas-là dans leur mariage ou bien dans leur couple, ils ont déjà des enfants qui sont drépas. Il nous a donné des mesures à suivre aussi. Il existe des traitements. Il existe des traitements, j'allais dire, oui. La drépanocytose, c'est pas une maladie démoniaque comme tout le monde l'est pensé, mais peut-être que souvent, ce sont nos conséquences que nous subissons. Peut-être que par notre négligence, on n'avait pas voulu se faire dépister, on avait négligé peut-être, on était peut-être marié par amour qui était fou. On n'avait pas suivi les conseils du médecin. Voilà, on a rencontré ces cas de drépas dans notre famille. Alors, pour vous tous qui avez ce cas-là, le docteur a dit qu'il est là. Ils sont là disposés pour vous. Il n'est pas seul. Ils sont là disposés pour vous. Il est encore temps de vous faire consulter par un médecin ou bien un spécialiste de la santé et vous aurez des solutions à votre problème.